On va commencer le deuxième jour de formation. Et donc cette formation qui est super dynamique et intéressante, qui a pour titre quelles sont les étapes essentielles pour se lancer dans le magnétisme. Et hier on a vu quel était le premier jour, qu'est-ce qu'il fallait savoir avant de débuter en tant que magnétiseur, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont les fondamentaux. Et donc là j'avais parlé qu'il fallait un petit peu explorer tout ça, se renseigner, savoir ce que c'était la pratique, explorer, tester, s'entraîner aussi. J'avais parlé aussi qu'il fallait recevoir des soins pour tester justement les séances, pour savoir ce que ça fait. Et ensuite, de son côté, une fois qu'on a maîtrisé tout ça et qu'on veut se lancer, se lancer en faisant des séances. Mais avant de pouvoir faire des séances, il faut aussi connaître les techniques. Et donc là, c'est tout, si vous voulez, l'objet de ce que j'enseigne moi dans mon école, c'est-à-dire voilà, c'est apprendre aux gens toutes les techniques, l'école des magnétiseurs énergéticiens professionnels. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc c'est exactement l'objet de l'école, c'est apprendre aux personnes à utiliser, à connaître, à intégrer toutes les techniques et à pouvoir les utiliser à bon escient, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne pathologie, enfin avec la bonne méthode sur la pathologie qui correspond. Et donc, ça c'est super important de connaître tout ça, de connaître aussi les bases du système, du fonctionnement du système énergétique. Bonsoir Annabelle, bonsoir Corentine. Oui, du son faible, alors j'espère que ça vient pas de chez moi, mais je vais augmenter le son. Ah, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Effectivement, j'avais pas le son à fond. Est-ce que c'est mieux si je mets le son à fond? Parce que normalement, hop là, j'augmente ici, j'ai un petit micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est peut-être un peu mieux comme ça si j'augmente le son. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ces petits réglages. Voilà, donc bon, j'étais en train d'expliquer ce qu'on avait vu hier. Je dis, voilà. Donc connaître les bases, la technique, etc. Donc c'est justement l'objet des formations que j'enseigne, que je donne au travers de l'école. Maîtriser les techniques en fonction de la pathologie, etc. Faire de la lecture d'aura. Bon voilà, donc c'est toutes euh, des choses que vous devez bien entendu maîtriser. Alors si c'est pas à visée professionnelle, c'est la même chose en fait, hein. Donc c'est-à-dire que vous devez, si vous voulez ne pas faire entre guillemets, si vous voulez pas faire de mal ou dérégler les personnes et vous-même, vous devez comprendre comment ça fonctionne et ça va être exactement le thème de ce soir. Comment fonctionne l'équilibre énergétique des personnes pour pouvoir ne pas, entre guillemets, déséquilibrer la personne, ne pas faire n'importe quoi. Et pour pas faire n'importe quoi, il faut apprendre, il faut avoir une vision un peu plus éclairée des soins énergétiques, même si c'est pas à visier professionnelle, parce que ça sera toujours plus sympathique d'avoir de l'effet rapidement, parce que en apprenant, si on va directement sur la bonne technique, la bonne méthode pour telle pathologie, c'est quand même plus simple, c'est quand même plus sympa, et on a plus de résultats assez rapidement. Donc il y a plein d'intérêts à apprendre à magnétiser, même si c'est pas à visée professionnelle. Mais voilà, donc moi ce soir et hier, le but c'était, comme je l'ai dit, hein, cette formation, elle est un peu, entre guillemets, axée ou réservée aux personnes qui peut-être ont envie de se lancer ou qui sont déjà peut-être déjà avancées dans leur pratique. C'est peut-être des thérapeutes ou pas, mais ça peut aussi convenir des personnes qui débutent parce que ce que je vais vous dire ce soir, ça va être aussi très très intéressant. Donc hier on a vu les gestes aussi du magnétiseur, donc l'imposition des mains, les passes énergétiques, le travail sur les méridiens, le dégagement nuage, voilà, donc toutes ces choses-là qu'il faut maîtriser et savoir et qu'il faut utiliser au bon endroit, au bon moment avec, pour une certaine pathologie. Et aussi, il y avait toute cette partie en lien avec soi-même, parce que si on veut se développer ou développer sa pratique, si vous voulez, en tant que magnétiseur, il faut être capable de prendre soin de soi, c'est-à-dire être capable de pouvoir augmenter sa vibration. Et hier, il y avait une personne justement qui m'a posé de savoir, tiens, comment on peut faire pour mesurer son taux vibratoire. Je vais tout vous montrer, vous expliquer ce soir. Et vous verrez que c'est pas trop compliqué. Alors là, j'ai perdu un petit bout de mon pendule. Je vais juste aller le chercher. C'est-à-dire que si vous ne me voyez pas pendant 2 secondes, c'est pas grave, j'y suis.
Voilà, donc j'ai perdu la partie assez importante du pendule, qui est la petite boule qui est au bout du pendule et qui sert en fait à se connecter au pendule. Donc je vais essayer de la refixer. Ah, les aléas du direct. Voilà, si j'y arrive pas, c'est pas grave, je ferai ça tout à l'heure. Parce qu'on peut le faire sans aussi. Voilà. Bon, on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc ce soir, quelles sont, en ce deuxième jour, quelles sont les étapes d'une bonne séance en énergétique, en magnétisme? Alors, bah, il y a quelques questions là qui sont en train de fuser. Voilà, oui, peut-être Vivette, si ça vient de chez toi. Bah, effectivement, peut-être qu'avec tu pourras regarder avec le replay, tu marqueras hashtag replay. Et puis, on peut en faire exactement aussi, puis c'est une autre question, on peut le faire à titre personnel, à titre d'enrichissement, exactement. Plus on va s'intéresser à ça, ça peut être comme un hobby, une passion, bah, plus on va aller à s'intéresser à, plus on va pratiquer, plus on va faire des soins sur les autres, et plus bah, ça va aiguiser notre curiosité, et peut-être notre envie d'apprendre et d'améliorer des techniques si on voit que ça marche. Bah, peut-être qu'on peut faire mieux, peut-être qu'on peut aller plus loin. Mais pour ça, il faut, comme je dis, explorer, aller voir les différentes techniques, euh, les, comment vous dire, les expérimenter, les recevoir, comme j'ai expliqué. Voilà. Et donc, dans ce jour-là, ben, on va justement, je vais vous expliquer ben, toutes les étapes pour savoir comment on peut faire un soin énergétique pour qu'on soit un peu structuré, bonsoir Régine, pour qu'on soit un peu structuré, pour que ça puisse prendre du sens. Pourquoi quand on fait une séance énergétique ou une séance de magnétisme, pourquoi il faut que ça soit un peu structuré? Ben, premièrement, c'est pour soi-même, c'est-à-dire que on a une sorte de cheminement qui va vous permettre de ne pas perdre le fil de la séance, de savoir, tiens, alors je vais commencer par ça, ensuite je vais faire ça, etc. Donc de manière très logique, et ça en fonction de la connaissance bah, de l'équilibre énergétique du système énergétique, parce qu'il y a une connaissance à avoir, et je vais vous la donner. Hein, on va être dans la compréhension de la notion d'équilibre énergétique. Ça va pas mal éclairer vos lanternes. Si vous êtes intéressé par ça, vous allez voir, c'est assez passionnant. Et grâce à ça, on va pouvoir aussi comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc, premièrement, c'est pour avoir du sens pour soi, avoir du sens pour la personne qui va recevoir la séance, parce que ben, on dit que souvent, quand il y a de la compréhension et quand il y a de l'intégration, quand ça monte à la conscience, ben, c'est déjà 50% du travail qui est fait au niveau énergétique et au niveau du magnétisme. C'est-à-dire la personne, bah oui, tiens, il y a tel blocage, je le vois, je le comprends. Et le fait de le comprendre, ça permet mieux de l'intégrer, de l'avoir en conscience. Et le fait de l'avoir en conscience, ça permet bah, de l'intégrer et de le libérer et de prendre du recul sur ça. Et quelquefois, bah, le temps qu'on l'intègre, eh ben, on peut être soulagé, on peut voire même guérir. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes au téléphone qui m'expliquaient leur cas, donc tout simplement en disant voilà, il se passe ça, et puis bah, dans la discussion, au lieu de prendre rendez-vous, bah, moi je vais un peu plus en profondeur, où la personne me pose des questions, me dit alors qu'est-ce que vous faites? Bon, moi je pense que j'ai ça, ça sera en fonction de ça. Et puis le fait que moi j'explique en disant que bah, en fonction de l'équilibre énergétique, il se peut que bah, vos symptômes sont en relation avec un déséquilibre qui a eu lieu ici, la personne me dit mais oui, effectivement, c'est ce que je vis exactement en ce moment. Et de me dire ok, bah, je prends rendez-vous, et puis 2, 3 jours après, la personne me rappelle en disant bah, je sais pas ce que vous avez fait, mais ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus apaisé, je prends beaucoup plus de recul sur les situations, etc. Et ben c'est déjà la prise, on a déjà travaillé à 50%, c'est là le 50%, et on a déjà pris conscience en fait bah, de ce qui nous bloque, et quand on prend conscience de ce qui nous bloque, on l'éclaire, on le voit, et ça permet de mieux bah, l'appréhender, de mieux le conscientiser, comme on dit, hein, dans la partie énergétique, et à ce moment-là, ça permet de guérir, ça permet de fluidifier bah, les blocages qui pourraient se situer à certains endroits, et puis on guérit émotionnellement, et puis on guérit aussi physiquement. Voilà. Donc c'est pour ça que de donner du sens à sa pratique, c'est important pour soi, pour l'autre, mais aussi bah, pour pas avoir l'impression de faire n'importe quoi. Hein, parce que bah, au début, moi, j'avais pas trop de structure, je l'avoue, hein, parce que quand je débute, j'ai pas eu la chance d'aller dans une école comme bah, celle que j'organise, avec qui est très structurée et qui amène une personne d'un point à un point Z. Donc j'ai pas eu la chance d'aller là et bah, d'avoir toutes ces connaissances. Moi, je les ai acquises au fur et à mesure, en fouillant, en étant curieux, vous voyez, en faisant des recherches et en intégrant et en faisant beaucoup de soins, parce que je fais beaucoup de soins. Et donc, bah, à force de faire beaucoup de soins, bah, j'intègre beaucoup de choses et donc j'ai des techniques qui se mettent en place et qui reviennent de manière récurrente.
Et donc, si j'avais eu ça, j'aurais gagné premièrement du temps, et puis j'aurais compris beaucoup plus de choses beaucoup plus vite. Et donc, c'est ça l'intérêt de comprendre, même si on en fait à titre personnel, pour soi, pour les autres, pour ses animaux, etc., sans gagner d'argent, pas de manière professionnelle, mais ça mérite en fait un peu de recherche et un peu d'intégration de technique. Voilà. Donc là, on va aller à cette notion d'équilibre, comme je vous ai expliqué, parce que c'est la partie la plus importante, je pense, de ce soir. C'est pour comprendre quelles étapes on va mettre en place pour faire une bonne séance énergétique, il faut comprendre ce qui se passe dans le blocage chez les personnes, comme blocage chez les personnes. Alors, chaque fois qu'une personne vient me voir dans mon cabinet, j'explique justement cette notion-là d'équilibre énergétique. Et c'est super important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre en corrélation la pathologie avec votre lecture, entre guillemets, de l'équilibre énergétique, et ensuite la stratégie que vous allez mettre en place de soins, la stratégie de soins que vous allez mettre en place. Donc il y a 3 étapes. Hein. Et donc je leur explique effectivement que il faut vous voir comme, et c'est pareil pour vous, il faut vous voir comme à l'intérieur d'une bulle. Hein, vous êtes enfermé à l'intérieur d'une bulle, et à l'intérieur de cette bulle, il y a de la circulation énergétique. Et cette bulle, à l'intérieur de cette bulle, vous êtes en suspension, comme si vous étiez en suspension, en équilibre à l'intérieur, au milieu, et ça veut dire comme vous êtes en suspension, il doit y avoir autant d'énergie en haut qu'en bas, devant, derrière, à droite comme à gauche. Et grâce à ça, avec l'énergie qui circule, vous êtes en suspens, et quand vous êtes au milieu de cette bulle, dans un équilibre parfait, tout va bien, c'est fluide, vous n'avez pas de maladie, vous gérez toutes les parties de votre vie admirablement. Chaque fois qu'il y a des conflits, des accros, ça passe, et tranquillement, vous les intégrez, et puis vous apprenez de la leçon que la vie est en train de vous apprendre. Voilà. Mais quand il y a des déséquilibres qui sont liés à des conflits qui nous font souffrir plus que d'autres, c'est là qu'on crée en fait des déstabilisations énergétiques, et souvent c'est en lien avec les centres énergétiques, les chakras en fait. Quand il y a des conflits, les chakras se bougent, se ferment, fonctionnent moins bien, et donc comme ça fonctionne moins bien, il y a moins d'énergie à certains endroits, et l'énergie, elle, comme elle est à l'intérieur, c'est comme si vous étiez dans une bulle d'eau en fait. Hein. Comme il y a moins d'énergie et qu'il y a une pression en bas, l'énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part, et elle se dirige ailleurs, et souvent, quand il y a des problématiques en bas de votre système énergétique, ça renvoie l'énergie en haut, et donc c'est là où il y a plus d'énergie, et comme il y a plus d'énergie, il y a une saturation énergétique au-dessus, et ce qui fait que on peut avoir des pathologies ou alors des comportements énergétiques de saturation, comme par exemple des maux de tête, comme si vous voulez, une cogitation intense, comme des pensées incessantes, c'est à peu près la même chose, les cogitations, les pensées incessantes, comme des vertiges, des acouphènes, des choses qui se passent, des maux de dents, des maux de tête, à la nuque, etc., les épaules, les clavicules, donc ça, oui, et des problèmes de sommeil, ou des difficultés à se concentrer aussi, et donc tout ça, c'est en lien avec le déséquilibre qui peut se créer avec la pression ou le manque d'énergie qu'il peut y avoir en bas de votre système énergétique, c'est au niveau de vos pieds, de votre premier centre énergétique. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris ce déficit-là, il faut en déduire une stratégie énergétique. Voilà. Mais pour pouvoir arriver à déduire une stratégie énergétique ou une stratégie de soins en magnétisme ou en énergétique, il faut avoir la confirmation de ce déséquilibre énergétique. Okay. Et pour avoir la confirmation de ce déséquilibre énergétique, il y a plusieurs moyens. Donc il y a tout d'abord le questionnement. C'est-à-dire que si vous posez des questions aux personnes, ces questions sont en rapport avec ce que vous savez des effets que peuvent avoir le déséquilibre énergétique du système énergétique. Hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'essaye de garder un peu ma structure. Par exemple, si on sait qu'il y a des problèmes énergétiques qui sont dus à des conflits familiaux, par exemple, qui vous déstabilisent ou qui vous font peur, automatiquement l'énergie en bas va se rétracter, ou le premier chakra va cesser de moins bien fonctionner, il va se charger, ou il va se mettre en conflit, et donc ça va automatiquement avoir l'effet de faire remonter l'énergie vers le haut, et donc d'avoir beaucoup d'énergie en haut. Et donc, si on a beaucoup d'énergie en haut, je me répète, on peut avoir des problématiques de sommeil, de concentration, des maux de tête, des acouphènes, des vertiges, etc. Et donc ça, c'est ça le questionnement. C'est-à-dire que quand une personne vient me voir en me disant
bah tiens, en ce moment, je me prends la tête avec ma famille, etc., ou ça va pas, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pensées incessantes? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des acouphènes? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des vertiges? La personne me dit, bah oui, oui, mais comment vous savez ça? Ben parce que je mets en lien mes connaissances du déséquilibre énergétique, hein, qui est en bas. Quand il y a moins d'énergie en bas, ben ça apporte ça comme désagrément. Donc je mets moi ces connaissances-là que je connais bien, par cœur, hein, c'est grâce à la pratique, mais aussi à l'apprentissage, j'ai appris tout ça, que je peux savoir ce qui se passe chez la personne. Et donc ça confirme exactement, dans mon bilan, ça confirme exactement que il y a un déficit en bas, il y a trop d'énergie en haut, donc ça va me permettre moi de préparer ma stratégie de soins. Voilà. Alors, je vous ai dit ce qui se passait quand il n'y avait pas assez d'énergie en bas et trop en haut. Hein, et donc, à l'inverse, quand il y a trop d'énergie en bas et pas assez en haut, on peut être beaucoup en fait dans l'instant présent et se dire bah mais moi je vis, mais c'est pas de manière très excessive. Hein, je vis au jour le jour, je m'en fous, j'ai pas de problème, vous voyez, sur l'avenir, etc. Ou alors bah tiens l'argent c'est pas important pour moi, vous voyez, ou je me néglige. Ou alors je suis trop hyperactif, ça peut amener ça aussi, c'est-à-dire je suis trop dans le sport, je suis à fond, machin, etc. Ou je m'occupe que du corps, je peux avoir des obsessions, je peux être aussi dans les addictions, parce que quand il y a trop d'énergie en bas, c'est souvent le deuxième centre énergétique qui est touché. Hein, ça peut aussi me bloquer, ça peut m'empêcher d'avancer, ça peut m'empêcher de me lancer dans des projets. Alors je ne sais pas si ça est un manque d'ancrage exactement, et donc je ne sais pas si ça vous parle, peut-être toutes ces choses-là, c'est peut-être des choses qui vous arrivent. Bah, si c'est des choses qui vous arrivent, c'est que quelque part, il y a aussi un déficit énergétique, un déséquilibre énergétique dans votre système énergétique. Alors, quand il y a un blocage de devant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant, donc il faut savoir que l'avant du système énergétique, c'est en lien avec l'affect, c'est-à-dire les relations avec l'autre. Donc si moi je suis en train de me replier, que j'ai pas envie de parler aux autres, c'est que souvent j'ai moins d'énergie devant, voilà, ou alors j'en ai trop devant et pas assez derrière. Et quand j'en ai pas assez derrière ou trop derrière, ça dépend vraiment, hein, eh ben, je peux en avoir assez, c'est-à-dire j'en peux en avoir plein le dos s'il y a trop d'énergie derrière. Et donc, comme il y en a trop derrière, c'est-à-dire qu'il y en a moins devant. Et donc, je peux me dire, bah, moi, j'ai pas trop envie de gérer l'affect, les émotions avec les autres. Donc, automatiquement, moi, je me replie un peu sur moi-même et je vais tomber dans une sorte de marasme, de non-envie. Voilà, j'en ai marre, j'ai pas envie d'avancer, ou alors j'en ai marre de répéter si ça se situe à certains endroits, parce qu'on peut avoir des combinaisons. Il peut y avoir trop d'énergie en haut et derrière, vous voyez, et au niveau juste des épaules, par exemple. Voilà, donc, alors c'est très très intéressant, hein, c'est vraiment tout ce que, toutes ces notions-là, je les apprends, je les enseigne dans mon école ou pendant mes stages de lecture d'aura par exemple. Et donc c'est très très intéressant si on est thérapeute, si on est, ou simplement, voilà, quand on veut, par enrichissement personnel, qu'on veut apprendre ce qui se passe. Parce que si on apprend ce qui se passe, on sait exactement quels sont nos déséquilibres énergétiques et ça va être plus facile pour nous d'en prendre conscience, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, déjà la conscience c'est 50% du travail de fait, et ensuite de se rééquilibrer. Voilà. Donc vous avez ça, donc le questionnement, mais là ça veut dire qu'il faut quand même avoir un peu de bouteille, un peu d'expérience. Hein, voilà, moi j'ai toujours un temps dans ma séance énergétique où je discute avec les personnes. C'est assez, ça dure à peu près 20 minutes. Et je dis voilà, qu'est-ce qui se passe chez vous? Expliquez-moi. Je vais en profondeur pour savoir quelle est l'origine du blocage. Ok. Voilà, donc ça c'est une partie. Ensuite il y a le pendule. Voilà, vous avez tous votre pendule. Ça va me servir à avoir des informations. Alors, je ne sais pas si vous avez tous l'expérience du pendule, mais si vous n'avez pas l'expérience du pendule, ce soir, je vais vous faire un petit cadeau, comme j'aime bien faire des petits cadeaux, et je vais vous mettre en lien ma formation. J'ai une formation, aujourd'hui, elle va être gratuite pour vous, vous avez de la chance pour les 20 personnes qui sont là. Je vais vous mettre dans le lien le lien de la formation, et comme ça, vous pourrez accéder à cette formation tranquillement et vous pourrez la faire tranquillement chez vous et vous verrez, c'est super intéressant. C'est une formation qui va vous permettre de savoir comment on interroge le pendule, comment... Alors je vais essayer... Voilà. Vous me direz merci après, c'est sympa, Yvan. Voilà, comment on interroge le pendule, comment on peut l'utiliser, comment on fait pour le oui, comment on fait pour le charger, quelles sont les conventions, etc. Et donc, si vous savez déjà tout ça, hein, vous pouvez déjà commencer à utiliser votre pendule. Et on va le faire tout de suite, par exemple, en
en interrogeant le pendule par rapport à mon déséquilibre énergétique. Donc on va le faire sur nous-mêmes. Hein, et alors il y a des conventions. Le oui, on va poser la question. Pendule, donne-moi le oui. Hein, normalement, vous devez connaître comment ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, bah écoutez, il faudra aller voir ma formation. Et puis ensuite, une fois que vous avez revu la formation, vous pourrez revoir le replay et ensuite poser des questions. Mais globalement, je pense que si vous avez un pendule, vous savez déjà l'utiliser. Hein. Ok, génial Julie, hein, c'est bien, tu vois, c'est redondant. Moi j'aime bien. Bon, si tu l'as déjà, c'est pas grave. Hein, Alors, donc je peux poser la question à mon pendule, à savoir, donc le oui, moi c'est à droite, le non c'est à gauche, hein, je sais pas, ça fait comme ça, et je veux pas dire, ça reste sur place. Voilà, c'est la convention que je donne. Et donc je pose la question à mon pendule, tiens, est-ce que j'ai un déséquilibre énergétique? Voilà, et donc il va me dire non. Ok. Voilà, donc là, j'ai pas trop de questions, mais s'il m'avait dit oui, je pourrais dire, est-ce que le déséquilibre, il est en haut? Et il me dirait oui ou non, voilà, il va me dire non. Est-ce que le déséquilibre, il est en bas? Il va me dire non, parce que j'ai pas de déséquilibre. Est-ce que le déséquilibre, il est devant? Voilà, est-ce qu'il est derrière? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Il me dit toujours non. Bon, voilà. Alors, faites ce petit exercice, et puis, dites-moi un petit peu en commentaire quels sont vos déséquilibres. Est-ce que c'est trop en haut? Est-ce que c'est trop en bas? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Ok? Et donc, bon, alors on a fait la partie avant et la partie arrière. Donc, pendant que vous êtes en train de faire votre petit pendule, je vais continuer à vous expliquer. Donc, la partie droite et la partie gauche. La partie droite, c'est plutôt quand je suis dans le contrôle, la force, puisque c'est le côté, entre guillemets, masculin. Et, le côté gauche, c'est surtout, je subis les choses en ce moment. Je n'ai pas le contrôle sur ces choses-là. Hein. C'est plutôt le côté féminin. Ça ne veut pas dire que le côté féminin ne contrôle rien, mais c'est dire qu'il y a peut-être plus de douceur et le côté droit, il y a plus de force. Vous voyez, on a tous un côté droit, un côté gauche, une polarité. Alors, il y a des petites questions ici, je vais regarder. Donc, Corentine, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de réponse. Eh ben, il faut en fait, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau de ton pendule, peut-être que tu ne le balances pas, il faut le balancer au départ, voilà, hein, pour avoir une réponse. Si tu attends pendant 3 heures, automatiquement, il va pas bouger. Donc, il faut le bouger au départ, et ensuite, tu attends, et puis il va te donner un oui, il va te donner un non, hein, et puis tu verras, peut-être que c'est ça qui ne fonctionne pas. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, on peut utiliser le pendule. Vous accueillez la personne. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Hein, bien entendu, auparavant de cette analyse, vous avez fait une petite préparation, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance de A à Z. Ok. Et donc, vous pouvez utiliser votre pendule à ce moment-là et poser la question. Ou alors, écoutez, voilà, asseyez-vous, je vais regarder quel est votre déséquilibre énergétique, en haut, en bas. Et puis moi, ça me permet de voir ce qui se passe et d'anticiper la stratégie de soins énergétiques. C'est, ah tiens, mais en fonction du déséquilibre, peut-être que je vais faire comme ça, ou peut-être que je vais faire comme ça. Voilà. Donc le pendule, vous avez aussi une autre utilité qui est très sympa. Voilà, je vais vous laisser quand même en bas, en arrière, en haut, derrière, gauche, super. Ok, c'est pas mal. En haut à l'arrière, Annabelle. Donc c'est top. Alors, donc maintenant on va aller un peu plus dans la précision parce qu'on peut utiliser aussi le pendule pour savoir comment tourne votre chakra, vos chakras. Par exemple, Annabelle, si toi c'est en haut à l'arrière, tu vas demander comment tourne ton chakra en haut à l'arrière, par exemple. Ok. Et pour faire ça, comment on fait? Il suffit de pointer du doigt. Hein, on tient le pendule différemment, on le tient un peu plus vers le bas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir ça nous permet d'avoir vraiment la dimension du chakra, hein, puisque le chakra c'est à peu près entre 20 et 25 cm de diamètre. Et donc le fait de tenir le pendule, on va voir vraiment sa dimension, on va ressentir sa force aussi, son intensité. Donc ça peut être très très sympa. Et moi personnellement, j'utilisais beaucoup le pendule pour faire des bilans énergétiques sur les chakras, puisque moi je travaillais beaucoup sur les chakras. Et donc je passais comme ça, de chakra en chakra, je commençais toujours par le premier, par le deuxième, le troisième, etc. Je remontais, et je disais à la personne, voilà, là vous avez une problématique sur votre chakra avant, sur le deuxième chakra à l'avant, puis aussi à l'arrière, donc on va travailler dessus. Et donc ça me permettait à moi aussi
de savoir ce qui se passait chez la personne. Alors, on ne parle pas de chakra racine sacré. Alors, si, on peut en parler, Régine, bien sûr. Hein, on peut parler de chakra, racine sacrée, etc. On peut le dire quand on fait la personne. Quand on va faire un soin ou du magnétisme à la personne, on peut parler du système énergétique. Et dans le système énergétique, il y a des chakras et il y a des corps énergétiques. Et donc, on peut le dire tout simplement. Hein, ou des centres énergétiques si ça paraît trop barré. Voilà. Alors, donc on va faire une petite expérience. Maintenant que vous avez vu comment était votre déséquilibre, eh ben, on va faire une expérience pour mesurer le chakra, par exemple, de la gorge. Ben, c'est pas compliqué. Comment on fait? Je pointe avec ma main gauche le chakra de ma gorge, et ensuite je regarde et je pose la question, comment tourne mon chakra? Voilà, et donc je lance. Toujours faut lancer, parce que sinon on va attendre 3 heures. Et là, je vois que mon chakra de la gorge, il tourne assez amplement, donc je suis content. Comment tourne mon chakra arrière de la gorge? Voilà, je regarde, il peut tourner, et en fonction de ce qui se passe, ben, je peux avoir des informations. Donc s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, un chakra, ça veut dire qu'il tourne bien et qu'il prend bien l'énergie. S'il tourne dans le sens inverse, parce que là, si vous testez vos chakras, par exemple pour Régine, en bas à gauche, donc il faut que tu testes ton chakra racine, hein, ou ton deuxième chakra, avant ou arrière, hein, ou alors, qui c'est qu'il y avait au-dessus là? Hop. Euh, Catherine en haut, derrière aussi, donc il faut tester, et il faut regarder ce qui se passe, et en fonction de ce qui peut se passer, donc en fonction de la manière dont il va tourner, en fonction de comment il va tourner, ben, je peux avoir des informations. S'il tourne dans le sens aiguille d'une montre, il tourne bien, il n'est pas déréglé. S'il tourne dans le sens inverse ou il fait autre chose, ben, ça veut dire qu'il faut le nettoyer, il faut le recharger, il faut le rééquilibrer. Alors, une question. Comment répond le pendule à votre question? Ah ben voilà, hein, merci Annabelle, je viens d'y répondre. Voilà. Ok. Et donc ça c'est sympa parce que on peut allonger la personne et puis c'est très ludique et pédagogique, très pédagogique comme ça. La personne elle prend conscience aussi qu'il y a des petites problématiques sur son chakra là, sur ce truc, à cet endroit, devant, derrière, et grâce à ça, on peut expliquer ce qui se passe. Voilà. Un exemple, voyons voir, je vais prendre, si vous me le permettez, le chakra de la gorge pour saut du marais. Donc si, t'as dit quoi, devant ou derrière, saut? J'ai pas vu. En haut, devant. Donc si tu as un problème sur le chakra de la gorge devant, ok, ben ça veut dire que, ça dépend comment il tourne, mais ça veut dire que là, tu as un petit problème de relationnel, de communication avec les personnes qui t'entourent. C'est-à-dire que peut-être tu as l'impression que les personnes ne t'entendent pas ou n'entendent pas ta vérité intérieure, réellement ce que tu as à dire. Pourquoi? Parce que le chakra de la gorge, c'est la communication, la capacité d'être entendu par l'autre, de pouvoir être entendu dans sa vérité intérieure, mais aussi c'est le chakra du chemin de vie. Donc il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'en ce moment, tu t'interroges voilà, sur ton futur, sur ton chemin de vie, puisque c'est l'avant, et l'avant c'est en lien aussi avec le futur, donc tu t'interroges à ça, tu dis bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, hein, donc on peut en déduire pas mal de choses, et c'est super intéressant pour pouvoir aider l'autre, de cibler ce qui se passe. Si tu as mal au chakra de la gorge, ou si tu as le chakra de la gorge qui est déréglé, c'est parce qu'il se passe quelque chose chez toi qui va ensuite, s'il continue à être déréglé, impacter ton corps et te donner des pathologies. Peut-être que ça va te rendre plus sensible au niveau de la gorge et tu vas faire des laryngites, des angines, ou alors ça va aussi bloquer ta communication avec l'autre, tu vois, ou avec toi-même par exemple. Donc c'est très intéressant de savoir ce qui se passe, d'aller en profondeur, de faire des bilans, de poser des questions, et ça on ne peut le faire que si on apprend les choses. Tu vois, oui exactement. Donc il n'y a que si on apprend les choses au travers de formations, si on est curieux, si on explore, si on va voir des vidéos, etc., si on intègre tout ça, si on fait des formations, et que au travers de ça qu'on va pouvoir donner des choses très précises. Vous voyez? Et il n'y a rien de magique. Plus on apprend, plus on augmente sa qualité intuitive et aussi sa qualité intellectuelle, et plus ça ouvre le champ des possibles, et plus on va comprendre les choses plus rapidement. Voilà. Donc, utilisez ce petit outil là, il est super, hein, c'est top du top pour pouvoir comprendre ce qui se passe, et puis pour ensuite faire, si vous voulez, construire une stratégie d'action. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu après. Voilà. Ensuite, il y a un autre outil pour faire un bilan, c'est ce qu'on appelle la lecture d'aura. Et donc,
C'est pareil, c'est-à-dire on utilise non pas le pendule, mais un outil, un instrument qui est hyper précis, qui est à l'intérieur de soi, et qu'on appelle l'intuition, ou on appelle le troisième œil, hein, puisque ici, voilà, à ce niveau-là, nous avons donc le troisième œil devant et derrière. C'est un centre énergétique qui nous permet vraiment de voir au-delà du visible. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, je fais une lecture d'aura, je ne regarde pas avec mes yeux, je regarde avec mon troisième œil. Je regarde ce qui se passe. Ce qui fait que je peux voir le déséquilibre énergétique d'une personne, même si elle n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux visualiser des choses dans mon ancrage intérieur, dans ma visualisation interne. Et donc cette lecture d'aura, c'est pareil, c'est quelque chose de super utile. Moi, je l'utilise à chaque séance, et ça permet de voir quels sont les déséquilibres énergétiques, et ensuite d'en conclure où sont les problématiques, parce que ça permet de voir ce qui se passe aussi dans les corps énergétiques. Grâce à ça, je vois les blocages dans les chakras qui sont en lien avec des corps énergétiques. Par exemple, je continue avec Saut du Marais. Donc je regarde son chakra de la gorge. Effectivement, qu'est-ce que je vois? Je vois une fuite sur le devant, légèrement, qui va légèrement sur son côté gauche, d'accord? Et ça se situe, je dirais, dans la deuxième ou la troisième couche. Donc là, tu vois, Saut, je suis en train de te faire une petite lecture d'aura. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, peut-être que, puisque c'est sur l'avant, peut-être qu'elle se pose des questions par rapport à son avenir ou par rapport à la communication. Et comme ça va du côté gauche, ça veut dire que c'est des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et donc ça crée de l'incertitude, ça crée de la déstabilisation. C'est pour ça que l'énergie, elle remonte au niveau de sa gorge. Ça veut dire qu'elle a moins d'énergie en bas et trop en haut. Et peut-être que elle a des petits problèmes. Elle a peut-être des petits problèmes de concentration, de sommeil, de vertige. Ou alors, elle est dans l'incertitude, la déstabilisation, il n'y a rien de sûr, c'est pas certain, etc. Et donc elle est très déstabilisée en ce moment. Voilà. Et donc comme c'est dans la deuxième ou voire même la troisième couche, ça peut être quelque chose de très émotionnel, ou alors ça peut alimenter son mental, puisque la troisième couche, c'est tout ce qui traite le mental, c'est-à-dire les pensées incessantes. Et donc ça veut dire que sa gorge alimente ses pensées, c'est-à-dire qu'elle peut aussi avoir ce réflexe de parler tout seul. Je ne sais pas si ça t'arrive, So. Voilà. Donc ça c'est très intéressant la lecture d'aura, et ça s'apprend, ça se maîtrise, ça permet, c'est dans la formation, ça permet vraiment d'augmenter ses capacités d'analyse. Et puis quand vous faites de la lecture d'aura et que vous dites des choses euh, exactes, parce que ce que je vois c'est généralement exact, c'est le déséquilibre, je ne l'invente pas. Quand on voit les choses exactes de ce qui se passe chez la personne, ça bluffe toujours la personne. Et ça met en confiance, et donc ça ouvre aussi le champ des possibles en disant effectivement je comprends ça, je prends conscience de ce qui se passe, et que j'ai un blocage, et que c'est en relation avec telle chose ou telle chose, et que ça m'apporte telle chose, et donc je vais faire en sorte d'être acteur de mon changement, et je vais profiter de ça pour pouvoir avancer et changer des choses chez moi, pour éviter ensuite des pathologies physiques, puisque chaque fois qu'il y a des blocages émotionnels, les blocages empêchent l'énergie de passer et d'alimenter votre corps. Si votre corps s'affaiblit, vous avez des pathologies physiques qui peuvent être plus ou moins graves dans le temps, parce que si les blocages sont depuis longtemps dans votre système énergétique, ça peut vous apporter des maladies auto-immunes, des cancers, des choses comme ça. Voilà, donc je dis pas que vous avez des cancers, mais il faut être prudent avec ça, et il faut être très attentif à tout ça, à ces blocages. Voilà. Donc la lecture d'aura, c'est top. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur mon site internet yvan-pelgris.com à la rubrique initiation, et donc vous pouvez vous inscrire sur ce stage de lecture d'aura. Il y en a un au mois d'avril, il me semble. J'en fais 3 par an, et donc c'est toujours super intéressant au niveau énergétique, la compréhension de tout ça, et puis on peut lire l'aura en 2 jours. Et donc ça peut être super intéressant pour vous, si vous êtes thérapeute, si vous voulez augmenter vos compétences, et puis si vous voulez avoir cet arc-là, hein, donc cette corde-là à votre arc, parce que l'arc, vous l'avez déjà, ça peut être très sympathique. Alors, une petite question, nature hypersensible, est-ce en lien avec le chakra de la gorge? Non, je ne crois pas. La nature hypersensible, elle est souvent liée à la gestion de tes émotions, ou alors à, comment te dire, à la sensibilité de ton système énergétique, de la manière dont il va vibrer. Et ça, c'est toujours en lien avec des épreuves que tu as pu vivre quand tu étais petit, des plus ou moins dures quand même. Ça te rend hypersensible, ça te rend plus attentif à ce qui se passe à l'extérieur et à la compréhension du monde. Alors Muriel, existe-t-il des techniques pour ouvrir son troisième œil? Oui, exactement.
Et donc, il y a des méditations de troisième œil. Il y en a une sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous conseille de vous abonner parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de vidéos. Donc, ça peut être super intéressant si vous êtes vraiment orienté sur ça, intéressé par le sujet. Et donc, on pourrait son troisième œil grâce à ce genre de méditation qui sont sur mon site, qui sont sur ma chaîne YouTube, mais aussi grâce à des musiques, ok, ou alors juste par exemple, à la contemplation du ciel la nuit. C'est-à-dire qu'en regardant les étoiles, on peut ouvrir son troisième œil. Voilà. Hein, moi, j'appelle ce centre énergétique la big picture. À partir du moment où vous ouvrez la fenêtre à la compréhension, vous êtes tolérant, vous dites bah oui ça existe, et puis que vous dites bah tiens je laisse mon ego de côté et j'ai pas envie d'avoir raison, voilà, bah, automatiquement vous ouvrez votre troisième œil. Alors petite question, est-ce possible de le faire à distance, la formation de lecture d'aura? Oui Evelyne, tu m'avais déjà posé la question il me semble. Oui c'est possible et c'est très praticable. Voilà, parce que je suis assez pédagogue et très bon dans ça, donc voilà. Alors, c'est une petite parenthèse. Alors, on va maintenant aller plus en profondeur et je vais vous expliquer euh, comment on fait une séance de A à Z, comment moi je m'organise pour faire une séance de A à Z. Alors, ben, avant de recevoir la personne dans mon cabinet, hein, et ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont envie de se lancer, avant de recevoir, il y a un process, ben, je me prépare énergétiquement, et psychologiquement et physiquement. Il faut que je sois bien reposé. Si j'ai fait la fête avant, si je me suis couché tard, il s'est passé un truc, je peux dire, je peux annuler mes séances et dire je suis pas prêt. Hein, c'est important d'être prêt et pour la personne que vous allez soigner ou recevoir et pour vous. Voilà. Hein, donc il faut que j'ai bien dormi, il faut que je sois bien, je suis bien avec moi-même. Donc c'est pour ça que je commence jamais mes séances avant 10 heures et je m'octroie une pause entre midi et 2 de 2 heures et même des fois je peux bien me reposer. Et ensuite le soir je termine jamais très tard et je ne travaille que 3 jours et demi par semaine, c'est obligatoire pour pouvoir bien récupérer derrière, parce que dans la journée j'en fais beaucoup, et puis aussi je fais l'école, je fais des stages, donc il faut que je puisse garder mon énergie pour être au top du top, voilà, quand je fais des soins énergétiques. Donc je me prépare un petit peu, donc pour me préparer, il faut que mon environnement il soit bien, c'est-à-dire qu'il faut que ma table elle soit propre, il faut que le sol aussi soit propre, il faut que je sois bien habillé, il faut que ça sente bon, enfin, pas trop de parfum pour que ça soit pas trop gênant par rapport aux autres. Il faut aussi que je mette de l'encens. Il faut que voilà, je m'organise au niveau de mes papiers, etc. La chaise, que ça, tout soit propre et quand la personne arrive, que ça soit qu'il n'y ait rien de déstabilisant. Voilà. Ensuite, je me prépare un petit peu, j'augmente mon taux vibratoire. On a parlé du taux vibratoire hier. Comment faire pour voir son taux vibratoire? Eh bien, je prépare mon taux vibratoire et je vous l'ai dit, et pour avoir un fort taux vibratoire, je me mets dans certaines conditions. Alors, outre l'encens, les choses, les fumigations avec la sauge, etc. Outre ça, je préfère, si vous voulez, être dans une certaine attitude, une certaine posture qui me permet d'augmenter mon taux vibratoire tout seul. C'est-à-dire, je suis dans l'amour, la compassion, la tolérance. Je me dis que la personne qui va arriver, il faut que je l'écoute, il faut que je l'aide, d'accord, et que je sois bon, que je donne de moi-même. Et que je ne me m'économise pas. Et à partir de là, j'augmente ma vibration. Il y a d'autres techniques, je fais aussi des prières, etc. Et donc j'augmente ma vibration, je suis dans une bonne vibration. Alors, hier, vous m'avez posé la question, comment on fait pour mesurer son taux vibratoire? Et donc il y a des planches, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est des planches à unité Bovis que vous pouvez prendre sur Internet. Ça existe, moi je l'ai pris sur Internet, ça existe. Vous tapez planche taux vibratoire. Voilà, vous la placez sur votre table et ensuite vous mettez votre pendule en face, ok? Et ensuite vous balancez et vous demandez quel est mon taux vibratoire. Et je vais le faire en direct là. Et mon taux vibratoire, lui, il va monter. Voilà, moi je suis déjà en haut de la courbe ici parce que j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Hein, donc je suis déjà au-delà de 100 000 unités Bovis. J'ai une forte vibration, mais c'est normal puisque je fais ça. Tous les jours, j'utilise l'énergie tous les jours, je la manipule, donc c'est normal que mon système énergétique, lui, il soit comme un sportif, hein, vous voyez, de haut niveau, là je m'entraîne beaucoup, etc. Donc, voilà. Alors, il y a aussi, comme dit comme dit Julie, pardon, de l'ancrage, mais il faut que je sois toujours équilibré, donc si je fais de l'ancrage, je fais aussi de la méditation, il faut qu'il y ait autant d'équilibre et d'énergie en haut comme en bas, devant comme derrière, à droite à gauche, donc l'ancrage j'en fais, mais pas trop, voilà, j'en fais de manière équilibrée. Alors,
Jess, y a-t-il des remèdes naturels, des plantes pour décalcifier la glande pinéale ou augmenter les cristaux de magnétite? Euh, je ne connais pas de remède. Euh, Par contre, je sais que plus on va utiliser son troisième œil, eh ben, plus ça va faire fonctionner la glande pinéale. Et je te rappelle que la glande pinéale, c'est plutôt le coronal qui, lui, qui va se charger de la pinéale. Hein, et donc, si tu veux qu'elle soit vraiment décalcifiée et que tu veux mettre un petit coup de boost, eh ben, il faut faire des prières, il faut faire des méditations où tu vas avoir la foi, où tu vas avoir confiance dans l'univers, etc. Donc il faut que tu t'abandonnes beaucoup à ça et que tu te libères un petit peu aussi de toutes les contraintes du premier chakra qui elles sont très, on va dire, matérielles. Et donc il faut que tu te libères de ça. Et plus tu vas travailler, et ça tu peux le faire en faisant par exemple des messes, en allant à la messe. Alors je sais pas si tu es croyant, mais ça peut, Jess, ça peut être sympa. Voilà. Mimi, pour la lecture d'aura, la formation peut se faire en distanciel. Oui, hein, c'est ce que j'ai dit à Evelyne. Donc ça peut aussi se faire en distanciel. Voilà, donc regardez sur mon site internet, initiation. Ensuite, vous cliquez stage 2, lecture d'aura et soins énergétiques. Vous cliquez dessus. Et puis, bah, il y a les dates, les prochaines dates, je les ai mis à jour de formation. C'est en avril, il me semble, mi-avril, un truc comme ça. Voilà, à vous de voir et vous me tenez au courant. De toute manière, je mettrai toujours des petits rappels dans ce groupe. Chaque fois que je fais des stages, je fais des petites publications. Donc, vous pourrez aller voir ça. Alors, donc on reprend la séance de A à Z. Une fois que je suis bien prêt, que tout mon environnement est prêt, j'ai fait de l'ancrage, de la méditation, j'ai augmenté mon taux vibratoire, j'ai mis mes petits outils, et que j'ai pris ma petite pierre, parce que bah, elle me quitte jamais cette pierre en fait, hein, donc elle me sert bah, surtout à me nettoyer ou à absorber les énergies négatives qui peuvent se situer dans mon système énergétique et à côté aussi de mon système énergétique. C'est pour ça que j'ai toujours cette pierre à côté de moi, pas loin de moi, sur mon bureau ou alors à côté de ma table ou en dessous de ma table quand je fais des soins énergétiques. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis de prendre cette pierre là, c'est parce que ben, comme on va utiliser on utilise son système énergétique, on a fait le petit pendule, etc. Donc ben, c'est de l'utilisation du système énergétique. Ben, ça va vous permettre de vous nettoyer, que votre pierre elle puisse vous protéger et récupérer des énergies négatives. C'est pas mal. Voilà. Et donc j'ai cette pierre là et puis ben, la personne elle arrive et à ce moment-là, il faut que j'ai une super attitude, que j'ai beaucoup de tolérance, que je sois dans l'accueil, que j'écoute la personne, euh, que je puisse aussi mettre des limites, c'est-à-dire avoir conscience de mes capacités, de mes compétences et de dire à la personne, bah, aujourd'hui je peux rien pour vous parce que bah, je ne sais pas le faire. Ou alors, bah, je pense qu'il faudrait aller voir quelqu'un d'autre parce que ça ne relève pas du magnétisme ou de l'énergétique, mais plutôt d'un médecin. Voilà. Et donc ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de faire un bilan énergétique ou faire de la lecture d'aura et de voir que la personne qui avait une douleur au niveau bah, du foie, foie rate, là, au niveau comment dire, du plexus solaire, qui avait des grosses douleurs, j'ai fait une lecture et puis bah, j'ai vu que c'était plutôt un cancer. Et donc là, je lui ai dit, bah, là, j'ai pas voulu l'affoler, je lui ai dit, bah, ça serait pas mal que tu fasses plus d'analyses, plus poussées, parce que bah, ça serait bien. Moi, je vais essayer de dégager un petit peu la pression qu'il peut y avoir ici, parce qu'on peut le faire. On peut travailler hein, aisément sur des tumeurs, etc., quand on fait du magnétisme. Mais bah, il a fallu l'accompagner bah, jusqu'à une chimiothérapie, etc. Malheureusement, ça n'en est pas sorti. Mais c'est mon rôle aussi de détecter tout ça. Donc, bah, vous devez être capable de savoir quelles sont vos limites, de dire, ok, là, c'est pas moi, c'est ce que j'ai fait. Je dis, là, il faut que tu ailles voir quelqu'un pour que tu puisses suivre une chimiothérapie. Je ne lui ai pas dit comme ça, mais je lui ai fait comprendre. Parce que bah, c'est toujours délicat de dire ce genre de choses. Donc, savoir se positionner aussi bah, vis-à-vis de la personne. Si la personne dit, oui, alors moi, je connais, je fais ci, je fais ça, bah, il faut dire, voilà, non, moi, je suis un process, c'est peut-être pas le même que vous, mais je suis un process d'analyse, de bilan, etc. Je vais plus loin que ça. Donc, on ne peut pas réduire, en fait, comment dire, le bilan à des connaissances qu'on pourrait avoir entendues de part et d'autre ailleurs, parce que ben, faut bien les entendre quelque part au départ, hein, c'est logique, hein, c'est légitime, hein. Mais voilà, dans la pratique, moi, j'essaye d'aller plus loin que ça et de sortir de tous ces clichés, de tous ces sentiers battus là, enfin d'être dans les sentiers battus, je sors du chemin, pour pouvoir vraiment aller plus loin et rechercher ce qui se passe. Voilà, et donc ça c'est très très important
de pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, il faut être structuré. Et si vous voulez être structuré, ben, il faut être curieux, il faut apprendre, il faut faire des formations, il faut aller dans une école, il faut avancer, etc. Donc je vous le répète, mais c'est un peu le fil conducteur. Voilà. Donc une fois que la personne arrive, ben, je pose la question, bon ok, ben, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc à partir de ce moment-là, la personne me explique ce qui se passe, et grâce au dialogue que je peux avoir avec elle, eh ben, je peux savoir ce qu'elle a exactement, et c'est là où je peux faire mon questionnement, je peux utiliser mon pendule, je peux faire ma lecture d'aura pour aller plus loin et pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir me positionner. Une fois que c'est fait, bah, à ce moment-là, bah, je dis, bah, tiens, on va faire ça ou ça euh, comme, euh, comme stratégie énergétique, donc je vais vous expliquer, et puis à ce moment-là, je fais la séance, et puis à partir de ce moment-là, dès que j'ai fait la séance, ben, je termine ma séance et ensuite, ben, la personne, je lui dis ben, levez-vous, je lui pose des questions, savoir si ça va, etc. Je refais un petit bilan énergétique, soit avec mon pendule ou soit en lecture d'aura, pour savoir si tout est OK, si tout ce que j'ai fait, ben, ça a bien marché. Et puis à ce moment-là, je lui dis au revoir. Je lui ai fait payer ma séance parce que ben, je suis un professionnel. Et en tant que professionnel, je me positionne sur une certaine valeur de séance. Voilà. Je fais payer ma séance et ensuite, je lui demande je lui impose, entre guillemets, de me donner des nouvelles, parce que c'est important d'avoir un suivi, hein, donc un suivi de séance, pour savoir ce qui se passe, et ne jamais laisser la personne, parce que quand on fait une séance, eh bien, on place la personne dans une sorte de déséquilibre. Pourquoi? Parce que la personne, au départ, elle arrive avec un déséquilibre, mais elle est stable. C'est-à-dire, comme on dit, on est bien dans son caca, et donc on essaye, tu vois, on s'est rééquilibré, on a comment on dit ça, vous voyez, on a anticipé, pas anticipé, mais on s'est équilibré quand on a mal à une jambe, on a compensé, voilà. Et donc, de ce fait, ben, on est déséquilibré, mais on a compensé, donc on a l'impression de se sentir bien. Parce que ça fait un moment qu'on vit comme ça. Et donc, quand on fait une séance énergétique, on enlève tout ça. Hein, la compensation, etc. Et donc, on place la personne dans un état de déstabilisation, parce que, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai plus mes repères. Mais c'est pour aller vers le mieux. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans cette période, je demande toujours à la personne de savoir ce qui se passe pendant cette période, de faire un bilan pour savoir s'il n'y a pas eu de déséquilibre, et ensuite bah, de savoir ce qui s'est passé aussi pendant la séance, pour que la personne elle prenne conscience de son évolution. Et ça, je vous l'ai dit, c'est encore 50% à chaque fois qu'on gagne, et qui fait que la personne va comprendre et ensuite va aller vers sa guérison, vers un mieux, etc. Alors une question, vous faites des bilans à séance, des bilans à distance, pardon. Ben oui, je fais des bilans à distance et c'est à peu près 50 à 60% de mon travail, de ma clientèle, sont souvent à distance, c'est des longues distances au Québec, en Amérique, en Allemagne, en Suisse, donc j'ai des clients un peu partout. Donc je fais effectivement des bilans à distance. C'est obligatoire. Ben, pour eux, je fais toujours des bilans, hein, voilà. Donc moi, mon process, c'est toujours comme ça. Et ensuite, ben, soit je reprends rendez-vous derrière s'il y a besoin de plus, parce que ben, je vais ressentir aussi, je vais savoir s'il y a besoin de plus de séances, et donc je vais être honnête avec la personne, je vais lui dire, voilà, il faut 2, 3, 4 séances pour pouvoir atteindre le résultat souhaité. Hein. Donc, et je fais toutes ces séances-là, je fais pareil pour les animaux, je fais pareil pour les humains, c'est exactement pareil, donc je fais des bilans énergétiques, il faut que ça soit construit, structuré, et que ça m'aide moi à orienter tout ça. Hein, à savoir, si vous voulez, ben, quelle stratégie de soins je vais mettre en place. Et c'est maintenant qu'on va parler de stratégie de soins. On va aller un tout petit peu plus loin. Je vais vous donner un peu des secrets. Donc voilà. Alors, il y a des bases en magnétisme qu'il faut respecter. Et la première base, c'est de dire que si vous avez des maux physiques, ben, vous les traitez en magnétisme. Et pour les traiter en magnétisme, ben, il faut passer par la partie du système énergétique qui traite ou qui est sensible au magnétisme, c'est-à-dire le premier centre énergétique, le corps et la première couche énergétique. Donc ce qui fait que si vous voulez soigner des maux physiques, ben, vous devez être tout près du corps quand vous faites des impositions de main. Et non pas très loin du corps, comme certains pourraient l'avoir. Donc si on est loin du corps, ben, c'est qu'on fait autre chose. On fait des soins dans l'émotionnel, on fait des soins dans le physique. Et donc ça va être beaucoup moins efficace. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais on va être beaucoup moins efficace que si on est tout près du corps. Okay, et il y a un principe de base, c'est quand vous faites des soins énergétiques, par exemple sur la personne il a mal à ses épaules, voilà. Hein, ben, si vous faites un soin énergétique en imposant vos mains sur les épaules, ben, il faut d'abord nettoyer la zone et ensuite nettoyer le chakra correspondant à la zone.
Et le chakra correspondant à la zone, par exemple, donc ça veut dire qu'il faut quand même connaître où sont positionnés les chakras. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître l'équilibre, le système énergétique et l'équilibre énergétique, comme je vous ai donné hier, comme je vous ai dit hier. Et donc il faut nettoyer le chakra de la gorge. Et pour le nettoyer, on utilise la technique que je vous ai expliquée hier. C'est-à-dire qu'on va nettoyer en nuage, en enlevant comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, en débouché. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a un chakra derrière aussi en correspondance avec l'avant et l'arrière. Donc je vais déboucher les deux, devant et derrière. Et une fois que j'ai bien débouché, je vais charger le centre énergétique, je vais forcer et mettre de l'énergie à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, je mets mes mains en face, très près du corps, devant et derrière, je fais une imposition des mains, et ensuite je laisse couler l'eau, l'énergie le long de mes bras, en visualisant qu'elle est de couleur rouge. D'accord? Alors vous allez me dire, je vous vois venir, oui, mais le chakra, la couleur, c'est bleu. D'accord? Mais là, on est en train de travailler sur le corps, donc il faut mettre de la force. Le rouge, c'est la force. D'accord? Et donc, on est en train de mettre de l'énergie pour que le chakra ait plus de force et qu'il puisse amener de la couleur rouge dans la zone qu'il gère, c'est-à-dire au corps, pour pouvoir qu'il guérisse. Alors, Jess me dit l'eczéma est considéré comme un mot physique ou émotionnel. Alors, l'eczéma, puisque c'est une maladie de peau, c'est automatiquement une maladie physique. Après, l'origine de l'eczéma, c'est autre chose. Donc là, on va travailler en énergétique. Tu peux aller plus loin. Et c'est cette complémentarité de soins entre le magnétisme et l'émotionnel, c'est-à-dire l'énergétique, le travail sur l'émotionnel, c'est l'énergétique, qui fait que ça va être très efficace. Et ce que moi j'utilise, c'est ce que moi j'enseigne dans mon école, c'est-à-dire utiliser le magnétisme et ensuite l'énergétique pour pouvoir résoudre totalement la problématique de la personne. Et des fois, les personnes, les thérapeutes, ils utilisent que l'énergétique, donc ils ne vont pas sur le corps, ou alors ils travaillent que en magnétisme, donc là, ils oublient un petit peu la totalité, la globalité de l'intégralité holistique, en fait, la vision holistique de l'individu. Voilà. Donc, une fois, petite parenthèse fermée, voilà, je réponds. Donc, une fois que j'ai magnétisé et mis beaucoup de force dans le premier chakra, dans le chakra de la gorge, avec la couleur rouge, je vais à l'endroit où il a mal, et ensuite je fais l'imposition des mains, ou alors je fais les méridiens pour faire sortir l'énergie, ou alors je fais des dégagements avec les nuages, ou alors je fais des passes. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, c'est très simple, mais il faut, là ce que je viens de vous révéler, c'est très efficace, c'est redoutablement efficace, mais il faut impérativement travailler et sur le chakra avant de travailler sur la zone. D'accord? Parce que c'est le chakra qui gère ces zones-là. Par exemple, et si le monsieur il a mal à son cœur, ou alors au poumon, il faut travailler sur le chakra du cœur. Si le monsieur il a mal à l'estomac, il faut travailler sur le plexus. Si le monsieur il a mal au bassin, il faut travailler sur le chakra sacré. Voilà, donc c'est pas compliqué, c'est hyper simple, mais ça demande une organisation. Si vous ne savez pas ce que je viens de vous expliquer, vous ne pourrez pas le mettre en œuvre. Vous voyez, c'est ça la logique de l'apprentissage. Et c'est redoutablement efficace. Chaque fois que vous travaillez sur le chakra et ensuite la zone, à 95%, la personne derrière, elle a des résultats et elle guérit après. Donc j'ai travaillé aussi sur une épaule bloquée, avec une capsulite, etc. J'ai d'abord dégagé le chakra, ensuite j'ai travaillé sur la zone, j'ai fait 2, 3, 4 séances, et maintenant la personne elle lève le bras, alors qu'elle ne pouvait pas. Donc voilà, plus on va alimenter la zone et le chakra en énergie, plus il va se dispatcher, mieux il va fonctionner, et plus il va aider à activer les capacités d'auto-guérison. Bien entendu, oui, chaque zone malade a son chakra. Bien entendu, j'ai travaillé aussi sur l'origine de la problématique, c'est-à-dire l'origine émotionnelle. Voilà. Et quand on travaille dans l'émotionnel, il y a d'autres stratégies. Par exemple, l'équilibre énergétique, ça fait partie de l'énergétique, des soins énergétiques. C'est-à-dire, je regarde l'équilibre énergétique et en fonction de ce qui se passe, s'il y a trop d'énergie en bas, en haut par exemple, il faut que je la fasse redescendre. Et quand je fais des soins énergétiques, je me place toujours à des endroits stratégiques. Si le monsieur il a trop d'énergie au niveau de sa tête, je vais me mettre au niveau de sa tête. Le monsieur est allongé sur ma table, je me mets au niveau de sa tête. Et moi, mon but, ça sera de libérer de l'énergie qui est en trop et de la remettre en bas pour qu'il y ait autant d'énergie en haut qu'en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Alors, une question. L'eczéma correspond à quel chakra? Ça dépend où il est. Julie, est-il utile de prévoir une consultation de suivi? Oui. Alors moi, je conseille toujours au moins 3 séances de magnétisme et d'énergétique par an,
parce que c'est super d'avoir ce suivi-là pour avoir un équilibre derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis tout le temps dans l'équilibre, je regarde ce qui se passe, je suis attentif. C'est comme si on faisait des prises de sang, des radios, vous voyez ce que je veux dire, un bilan sanguin, etc. Donc c'est toujours utile. Donc moi je conseille toujours 2, 3 séances dans l'année, ou s'il y a des problématiques particulières, il peut y avoir plusieurs séances d'affilée. Hein, soit espacées d'une semaine, soit espacées de 15 jours, soit espacées de quelques jours. Ça dépend de la pathologie, ça dépend de la technique que j'utilise, le magnétisme, l'énergétique. Ça déstabilise un peu plus l'énergétique, donc il faut un peu plus de temps. Mais le magnétisme, je peux faire des séances tous les jours. Voilà. Ok? Donc voilà, je vous ai dit pas mal de choses quand même. Hein. J'ai l'impression que bah, vous commencez à comprendre et à avancer en tant que peut-être futur professionnel. C'est pas mal. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important de comprendre ça, d'avoir ces notions-là, parce que ça vous permet premièrement d'avoir du sens pour vous, d'avoir une conscience, de ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets, de ne pas prendre le risque de déséquilibrer la personne. Et donc ça, c'est super important. Voilà. Donc voilà, vous avez vu globalement comment je construis ma séance, quelles sont les notions d'équilibre énergétique. Donc c'était très dense, très intense. Comment on a utilisé le pendule. Donc je vous encourage à aller voir vraiment cette formation, à la suivre. Vous allez voir, c'est assez court. Ensuite, quand vous soignez, toujours utiliser votre tourmaline noire à côté de vous, ou même le soir quand vous dormez, ou la journée quand vous allez au bureau, vous travaillez, mettez-la dans votre sac. Hein, il faut que ça soit assez conséquent, assez gros. D'accord? Donc mettez-la dans votre sac, à côté de vous. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est quelque chose de super utile, super intéressant. Et pour augmenter votre taux vibratoire, comme j'ai expliqué hier et aujourd'hui, il y a votre attitude, il y a votre positivité, il y a votre dynamisme, il y a votre intention. D'accord? Donc tout ça, c'est super important pour pouvoir comprendre comment faire pour bien accompagner des gens, parce que c'est important, ils méritent ça. On fait pas tout et n'importe quoi, même si je comprends qu'au début, c'est difficile, parce que il y a personne qui nous apprend. Il n'y a personne qui nous dit, moi je suis passé par là aussi, des fois j'ai déréglé des personnes, il a fallu que derrière je comprenne et que je le règle parce que il y a qu'en faisant des erreurs qu'on essaye, qu'on arrive à corriger. Mais maintenant ça m'arrive plus parce que j'ai la notion de l'équilibre énergétique, parce que à chaque pathologie j'ai une solution, c'est très précis, vous voyez, c'est construit. Et ça permet aussi à la personne de comprendre ce qui se passe chez lui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, voilà, c'est super. On était une vingtaine de personnes, j'adore ça. Alors, première question de Saut du Marais. En travaillant sur un chakra précis, cela peut être en lien avec les autres chakras. Alors, ça y est, j'ai réussi à le remettre dedans. Alors, effectivement, quand tu travailles sur un chakra précis, ça peut effectivement être en lien avec d'autres chakras. Ou bouger les autres, effectivement. Ça peut, oui, parce qu'en fait, ils sont liés. Ok? Et c'est pour ça que, quand on commence à travailler sur l'équilibre énergétique, il faut le faire dans un ordre, et soit de haut en bas, ou soit de bas en haut, parce que l'énergie, elle monte ou elle descend, et elle passe par tous les chakras. Alors si toi tu commences à travailler sur le cœur, et ensuite tu vas sur le deuxième, ensuite tu vas sur le huitième, ensuite tu vas sur le quatrième, derrière, devant, etc., tu risques de faire un peu un micmac. Donc il vaut mieux être, si tu veux, équilibré ou logique dans ton traitement énergétique. Mais effectivement, ça peut déséquilibrer pas mal de choses. Quand on travaille sur un, ça a automatiquement une incidence sur l'autre. Mais si tu ouvres les chakras, si tu les libères, ça a une influence positive. Donc il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, Julie, merci pour toutes ces ressources. Génial, je suis super content si ça peut être utile. Ensuite, Jess, qui a plein de questions. Faites-vous un protocole pour toutes vos séances? Nettoyage, corps subtil, aura, mais bien sûr, je fais toujours. Alors, j'ai des techniques précises pour chaque chose. Après, j'ai une technique globale. Mais après, à l'intérieur de ma séance, je m'adapte, j'utilise des outils. Hein. C'est comme si j'avais ma boîte à outils avec les clés de 19, de 16. Chaque fois qu'il y a une problématique particulière, hop, je prends la bonne clé et je travaille sur des choses précises. Ça peut être sur les flux du passé, ça peut être sur la ligne du hara, ça peut être sur la divinité. Il y a plusieurs dimensions dans la globalité énergétique de l'humain. Parce que automatiquement, il va explorer tout ça. Hein.
Donc oui, tout à fait, j'ai plusieurs protocoles. Alors, Régine, doit-on équilibrer les chakras en début de séance ou alors on le fait au fur et à mesure? Alors, ben, il vaut mieux le faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu vas faire ta séance, et par exemple, si tu choisis de descendre parce que tu as vu qu'il y avait trop d'énergie en haut et de faire descendre l'énergie, ben, tu vas le faire. Ben, tu vas faire chaque chakra au fur et à mesure, tu vas les nettoyer, tu vas les rééquilibrer, il y a des techniques spéciales, et ensuite tu vas descendre, une fois que tu es rééquilibré, tu descends au fur et à mesure jusqu'en bas. Voilà. Alors, Mathieu, le coude et le poignet correspondent à quel chakra? Alors, en fait, il faut que tu t'imagines, tu sais, le bonhomme de Léonard de Vinci avec ses mains comme ça, là. Je sais pas si tu vois. Et voilà. Et donc, et tu regardes, ben, en fonction de là où sont positionnées les mains, c'est premier chakra. Et le coude, c'est généralement deuxième chakra. Et donc, le premier chakra, c'est la stabilité. Et le deuxième chakra, c'est la gestion des émotions, c'est le contrôle, c'est l'argent, c'est la sexualité, c'est le travail. Voilà. Alors, François, quel est le nom de la pierre? C'est de la tourmaline noire. Tu vois, elle est noire. Alors, vous risquez pas grand-chose si vous prenez toutes les pierres qui sont noires. Ça va vous servir aussi à votre ancrage et à vous stabiliser et à prendre voilà, vraiment les énergies négatives. Mais celle-là, c'est la plus puissante. Alors, il y a des puristes qui vont dire, oui, non, c'est l'obsidienne noire de machin, le truc. Non, c'est la plus puissante. Par expérience, je peux vous dire que c'est celle-là la plus puissante. Hein, je m'en sers beaucoup aussi pour faire des dépollutions, des exorcismes, par exemple. Et je peux vous dire qu'elle fait le travail parce que des fois, quand il y a des gros exorcismes, des grosses dépollutions, c'est des pierres qui sont incassables, qui sont insaturables. Elles se cassent en deux pour vous dire comment elles font leur boulot. Vraiment. Alors, labradorite, Régine. Alors, labradorite, c'est plutôt une pierre qui va t'aider à développer ta sensibilité de magnétiseur. Alors, on dit que c'est aussi une pierre de protection, mais elle va être plus utile celle-là que la labradorite. Ok. Voilà. Alors, dites-moi s'il y a encore des questions. 20h30, c'est nickel, on est on time. J'ai été bon, j'espère que ça vous a plu. Donc, demain, on va voir la troisième partie de cette formation de 3 jours. Et dans cette troisième partie, je vais vous dire tout de suite ce qu'on va faire. On va être. On va voir comment faire pour se rendre visible en tant que thérapeute et avoir ses premiers clients. Parce que c'est une partie super importante, donc ne ratez pas ça demain, les amis. C'est super important de comprendre comment on peut faire, quels sont les leviers qui vont vous permettre à vous de pouvoir vous lancer. Parce qu'il y a toujours ce questionnement à se dire, ah là, mais moi je fais un travail, là, et puis bah, si du coup je passe bah, de ça à magnétiseur, par exemple, bah, comment je vais faire pour gagner ma vie? Parce que bah, je ne sais pas trop si dans cette nouvelle activité c'est stable, c'est sûr. Eh ben, je vous expliquerai tout demain et vous allez voir, c'est super intéressant. Et je vous donnerai des techniques ou alors des choses qui vont vous permettre, bah, si vous voulez vous lancer, bah, de bien vous lancer et de bien connaître bah, de quoi on parle. Parce que c'est exactement l'intérêt de cette formation. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qu'il faut savoir pour se lancer de manière très concrète dans le magnétisme? Au-delà de savoir faire des soins et d'être organisé, il y a aussi toute cette partie-là très très utile. C'est-à-dire, ok, mais maintenant, parce que ça c'est du concret. Ok, je me lance, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour me lancer? Comment, par où je commence, quoi? Est-ce qu'il faut que je crée une entreprise ou pas, etc., etc. Donc c'est tout, je répondrai tout ça demain. Alors, doit-on purifier un pendule de TOT en métal? Oui. En fait, c'est pas le purifier, c'est plutôt le charger. D'accord? Donc, que ça soit tous les pendules. Alors, surtout les pendules en pierre. Moi, je vous conseille de les nettoyer. Vous les mettez dans un bol avec du gros sel. Et là, on nettoie. Ok? Et sinon, les pendules en pierre, ben, vous les chargez simplement. Enfin, vous allez voir dans ma formation, il y a une petite astuce pour ben, charger le pendule. Et après, ben, moi, des fois, je le nettoie, j'enlève l'énergie, etc. Mais généralement, il n'y a pas trop besoin. Voilà, hein. Il y a des puristes qui disent, oui, il faut tout nettoyer, tout ça. Mais voilà, le pendule, il vous répond, c'est vous. Et puis finalement, le pendule, c'est vous, hein, quelque part. Alors, super instructif, merci maman, j'ai loupé la séance d'hier. Et le début de celle-ci, eh ben écoute, Goreta da Silva,
bah, c'est pas grave parce que tout est en replay. Tu peux le voir comme tu veux, tu peux revenir en arrière, ça va être top, tu verras. Et voir même le premier. Alors, qui c'est qui a plein de questions? Ah bah écoute, super, Julie, tu me poseras les questions demain. Eve, merci à toi, tu m'as mis plein d'étoiles, j'adore ça. Muriel, super. Belle soirée à vous tous. Alors Nathalie, oui, dans une géode, effectivement, ben, on peut effectivement mettre son pendule en pierre dans une géode ou en métal dans une géode, et ça peut le purifier. Donc il y a plein de techniques, tout ça. Donc moi je suis pas un grand spécialiste, mais parce que il me semble que le plus important, c'est, si vous voulez, d'avoir une bonne vibration. Si vous avez une bonne vibration en vous, autour de vous, il va y avoir aussi une bonne vibration, et donc votre pendule, vos pierres, elles seront nettoyées naturellement. Voilà. Alors, je vous remercie. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, on va se donner rendez-vous à demain. Je compte sur vous. Pareil, 19h30 sur ce groupe-là. Je compte sur vous pour la suite de la formation. Je vous dis à demain, ou je vous dis au jour suivant, le jour 3, où on va parler de comment faire pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut connaître pour se lancer concrètement, comment faire pour avoir une visibilité et avoir ses premiers clients. Voilà, je vous dis à très vite, enfin à demain, et merci à vous. Au revoir.